في ساعة متأخرة من ليلة البارحة صادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية. Poursuite des auditions publiques de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie, des victimes de la dictature témoignent devant cette instance pour faire la lumière sur les nombreuses violations des droits de l'homme en Tunisie avant la révolution de 2011. Pour faire le point sur ces ما نعرفوا عليه وين دفنوه، ما نعرفوش عليه كيفاش صار له لحد الآن. Pour panser les blessures, il faut nettoyer, comme fait le chirurgien. Un changement de régime, une révolution, nécessite d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est fait avant 2011 n'était pas tout mauvais. Après les élections en 2014, on est dans un environnement qui est plutôt hostile. عندها في داخل هذه الهيئة من له عقلية سياسية أو إيديولوجيا تخليه يمشي بمنطق التشفي. والله من 91 حد الآن هيك الضحكة هذيك لحد الآن 2017 قاعدة في وذني لتو نتفكر فيها. Nous sommes en train de récupérer une histoire collective, une histoire de la résistance. يا ناس اللي تقولوا بن علي يرجع وكونوا تقولوا اللي البلاد كانت في امان، اللي وقع لي ليا والاختي وقع للبنات الكل والنساء الكل اللي تعذبت، تونس مش في امان. Je voudrais, en quelques mots, vous présenter non pas la justice transitionnelle, ça demanderait beaucoup de temps, mais peut-être faire quelques points de repère, mais vraiment très brièvement, une heure ou deux, pas plus, comme je le disais à Jérôme, parce que je crois que c'est un sujet majeur et qui est finalement très peu connu en France. C'est d'ailleurs même le terme de justice transitionnelle, merci Denis. Même le terme de justice transitionnelle n'est qu'une traduction de transitionnel justice. Et en fait, c'est un terme qui est un peu difficile à percevoir. Et il recouvre en plus à mon avis, une ambiguïté. C'est quand on parle de justice transitionnelle, évidemment, on renvoie à la justice telle qu'on la perçoit habituellement, c'est-à-dire à des procès. Or, la justice transitionnelle, ce sont des procès, mais ce sont aussi des processus. Et c'est beaucoup plus global que, évidemment, la justice telle qu'on l'aperçoit immédiatement quand on a ce terme en face de soi. Mais pour résumer, je dirais peut-être une chose, c'est qu'au terme d'une période dramatique, comme ce fut le cas de la Tunisie, on a vu des images aussi de l'Argentine, on a vu des images de l'Afrique du Sud, donc au terme d'une période terrible où il y a eu un système dictatorial, où il y a eu une guerre, où il y a eu vraiment des violations massives et extrêmement graves des droits de l'homme, eh bien au fond, si je schématisais, il y a deux grandes attitudes. La première attitude, c'est ce qu'on appelle l'amnistie, c'est-à-dire on essaie d'oublier et on fait comme si c'était rien passé. Et on prétend, oui justement, et par un jeu de mots, l'amnistie telle qu'on l'a pratiquée au Liban, telle qu'on l'a pratiquée en Algérie, dans beaucoup de pays, l'amnistie, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé et on prétend derrière ça produire de l'amnésie. Or, l'amnistie, c'est une mesure de l'État et c'est évidemment pas une mesure qui peut être intériorisée et ça crée des tensions terribles. Et je prends un pays comme le Liban, par exemple, qui a voté des lois d'amnistie et on sent bien des années et des années après la guerre civile que, en fait, il n'y a pas d'amnésie, chacun s'en souvient des drames qu'il a vécus. Donc, c'est ça. Donc, la justice transitionnelle, je crois qu'elle est fondée sur une première idée qu'il n'est pas question d'amnistie ou quand il est question d'amnistie, c'est lié à des processus de compromis. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu de l'amnistie, mais c'était sur la base de compromis, à la condition que, par exemple, ceux qui avaient commis des actes les reconnaissent et demandent pardon. Et je crois que c'est ça le premier point. Donc, c'est dépasser cette idée qu'il peut y avoir une amnistie, même si elle peut être partielle, négociée dans certaines situations. Et donc, on essaie d'aller au-delà. Et le au-delà, c'est ce qu'on a vu en quelques mots tout à l'heure, c'est-à-dire fondamentalement reconnaître ce qui s'est passé, essayer de retrouver la vérité, donner la parole aux victimes. Et dans les images qu'on a vues, on en a vu très peu, mais elles sont, quand on va plus loin que ce qu'on a aperçu, on a aperçu Edmond Tutu par exemple. Et Tutu par exemple, dans les commissions en Afrique du Sud, accueillait les gens un par un, les victimes un par un, et à plusieurs reprises dans les sessions de ces commissions,
il pleurait. C'était assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que je partage votre souffrance, votre douleur, et donc on va essayer de la dépasser. Et ensuite, ces commissions ont été effectivement l'idée de le bourreau doit reconnaître ce qu'il a fait et il peut ensuite être pardonné. Et vous aviez, car il y a beaucoup de films qui sont en fait des vidéos de ces commissions, vous pouvez les voir sur Internet, et c'est très émouvant de voir les victimes qui écoutent le bourreau qui parle, et quelquefois un simple sourire du bourreau suffit à glacer les sangs, parce que le sourire du bourreau, c'est au fond dire, voyez, je suis là, mais quand même, j'ai eu le pouvoir, j'ai eu la domination. Enfin, c'est quelque chose de très difficile. Et chaque situation, finalement, est singulière. Et donc, on va en venir à la Tunisie en une seconde, sinon, voilà. C'est ça, je crois vraiment. Et ensuite, c'est un processus, quoi, qui va essayer de mettre ensemble entre bourreau et victime le passé, comment est-ce qu'on peut l'appréhender, avec cette idée qu'il faudra punir aussi ceux qui sont les coupables, bien entendu. Et c'est tout un processus, en plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, de non-répétition, comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Et puis, un dernier mot là-dessus, tous ces processus que je résume en vraiment quelques secondes, donc c'est très schématique, mais il y a quand même derrière ça une chose fondamentale, c'est que ces processus ne peuvent se mettre en place et les conditions de leur mise en place sont liées à des rapports de force politiques. On pourrait prendre chaque séquence. L'Argentine, par exemple, c'est un rapport de force à un moment donné. L'Afrique du Sud, c'est un rapport de force. Il y a deux personnages qui sont très importants, qui ont une vision de leur pays, de Klerk et puis Mandela, et ainsi de suite. En Syrie, par exemple, le rapport de force interdit même l'idée d'une justice, aujourd'hui, d'une justice transitionnelle. En Tunisie, le rapport de force a permis que ça démarre, et je me tais, et je laisse la parole, d'abord peut-être au réalisateur, pour nous parler du film qu'on a vu, nous parler des 25 minutes qu'on n'a pas vues, et ensuite à Jérôme, qui connaît beaucoup mieux que moi la Tunisie. Voilà. Je crois que ce que vous n'avez pas vu, c'est une partie, par exemple, où il y avait les audiences publiques qui ont été un moment très important dans ces processus. Donc, j'imagine que vous avez vu un peu, il y avait avant tout le chemin qui suit un dossier de le moment où la victime le dépose jusqu'à ce qu'il y a parfois un jugement. Il y a la commission ne va pas envoyer tous les dossiers, il y en avait 62 000 si vous vous rappelez, il ne va pas envoyer tous les dossiers à les chambres spécialisées afin qu'un tribunal juge les bourreaux, mais ils vont choisir, et ils ont déjà commencé à choisir les cas les plus graves de violation des droits de l'homme. Donc en fait, je crois que maintenant, il y a déjà une cinquantaine de cas qui ont été présentés devant les chambres spécialisées et la commission n'a pas encore fini ses travaux, donc il y en aura encore de plus. Et alors, dans ces cas-là, il y aura un processus judiciaire et les bourreaux devront comparaître devant ces tribunaux. Mais dans beaucoup d'autres cas, il n'y aura pas la majorité, en fait, il n'y aura pas de jugement. Et dans ces cas-là, les victimes, ils auront droit à une compensation économique. Il y a aussi parfois la réparation morale. Il y aura de riz, de places qui seront dédiées aux martyrs. Et puis, il y a toujours aussi, bien sûr, la réhabilitation de la vérité. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez vu que, ou peut-être c'est plus avant, que Latifa Madmati, qui est la veuve de cet activiste qui a été assassiné, qui a été torturé, assassiné, et après, ils ont fait croire à la famille qu'il était encore vivant, non? Donc, Latifa Madmati, elle dit, je ne sais pas encore où il est le cadavre. Et, par exemple, une de ces demandes, à part le fait que les assassins ils sont jugés, pour elle, il est très important de pouvoir donner un enterrement digne à son mari. Et ce qu'elle attend de ces processus, c'est de savoir exactement où il est le cadavre. Et en fait, je vous disais qu'il y a 50 cas qui ont été déjà présentés dans la justice. Ce n'est pas la justice ordinaire. Il y a des chambres qu'on appelle des chambres spécialisées qui vont s'occuper de faire ces procès. Donc, le premier procès qui a commencé, et le seul qui a commencé, je crois, jusqu'à présent, c'est celui de Latifa Madmati. Donc, et ça, c'est passé un peu par hasard.
nous avons connu son cas, nous avons pensé que c'était un cas très puissant, et l'instance de la vérité et dignité a aussi choisi ces cas pour être le premier à être jugé. Donc c'est un cas très symbolique. Alors, ce que je disais, c'est qu'une partie importante du travail de la commission, surtout en ce qui concerne la relation avec la société ou l'impact avec la société, ce sont les auditions publiques. Donc ça, ce n'était pas un jugement. Ce qu'on a fait, ça a été de choisir quelques, je crois que c'était 90 ou une centaine de victimes avec de cas différents, de périodes différentes, parce que comme vous avez vu, l'instance dignité-vérité, elle ne prend pas seulement la dictature de Ben Ali, mais aussi celle de Bourguiba. Donc elle travaille dans une période de plus de 50 années. Et ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a 62 ou 65 000 dossiers, parce que ça couvre une période très large. Donc, dans les auditions publiques, on a pris quelques victimes qui étaient représentatives d'une période, d'une sorte de violation spécifique des droits de l'homme. Et là, les victimes, devant les caméras de la télévision nationale, elles ont pu raconter leur histoire. Et je crois que ça a été un moment très important parce que ça a changé assez l'opinion publique. Parce que de dehors, on a une opinion très positive, normalement, surtout en Europe, de ces procès de justice transitionnelle. Mais dans les pays, en Tunisie, c'est plus controversé. Et pourquoi c'est ça? Et on le raconte aussi dans la deuxième partie du documentaire que je crois que vous n'avez pas vu. C'est que quand on a approuvé la loi qui a créé l'instance de dignité et vérité, il y avait, on rentre à nouveau à la question des rapports de force, il y avait un gouvernement qu'on appelait de la Troïka, qui est sorti de première élection démocratique en 2011, qui était un gouvernement de partis qui était à l'opposition de Ben Ali, soit qu'ils soient illégaux ou pas. Ils étaient en opposition, alors ils croyaient beaucoup à ces processus. Mais quand l'instance dignité-vérité a commencé à travailler, il y avait eu les deuxièmes élections, alors là, c'est Nida Tounis qui a gagné, qui est en partie avec des liens avec l'ancien régime, et il voulait tout le contraire, il voulait arrêter plutôt les procès. Donc ça a mis une difficulté très énorme à la commission qu'elle a encore maintenant, et c'est un sujet d'actualité très forte en Tunisie. Et donc la commission, elle a eu des problèmes, il manque de coopération des institutions publiques ou quelques-unes, comme par exemple le ministère de l'Intérieur. Selon la loi, le ministère de l'Intérieur devait donner à l'instant dignité-vérité ses archives de la police secrète afin qu'il puisse faire de vraies recherches pour savoir qui étaient les policiers, par exemple, qui a tué Kamal Madmati. Mais la police, ou le ministère de l'Intérieur, il n'a pas voulu donner ses archives. Donc ça répond aussi à un rapport de force. Et ça, c'est une des difficultés que la commission a eu. Alors, les gens, les intérêts, le secteur qui sont contre la justice transitionnelle et qui sont liés à l'ancien régime, ils sont très forts. Ils sont très forts parce qu'ils sont au gouvernement, mais ils sont aussi aux médias. Donc, encore aujourd'hui, le média le plus suivi en Tunisie, ce sont des médias, la plupart, qui existaient déjà à la période de Ben Ali. Donc, les propriétaires de ces médias, ils avaient une relation avec le régime. Et dès le moment que la commission a commencé à travailler, ils ont essayé de donner, et je parle généraliste, ce n'est pas tout le monde comme ça, mais je crois qu'il y avait peut-être une majorité ou pas mal de médias qui avaient une vision hostile de l'instance dignité-vérité, et ça a eu un effet sur l'opinion publique. L'audience publique où les gens, ils ont entendu les victimes parler beaucoup de fois pour la première fois, s'adresser à elles, ça a changé la vision de la société, et les victimes qui ont pu parler et s'adresser à la population, comme par exemple Latifa Madmati et aussi Leila Al-Abidi, la femme de cheveux blancs. Et après, ils disaient que c'était un moment très important pour eux, pour se sentir
je sais pas comment dire, rassurer ou pour calmer un peu l'anxiété, les douleurs, non? Le fait de savoir qu'ils ont pu raconter aux gens que son mari, son frère, etc., ils n'étaient pas des criminels, mais qu'ils étaient de vraies victimes, non? Et les jours après, elle sortait dans la rue et les gens parlaient avec elle. Elle disait, nous ne savions pas que le régime avait fait tellement de mal à vous, parce que la dictature de Ben Ali, c'était une dictature presque totalitaire. Donc, toute cette vérité, elle était cachée et les gens, ils ne savaient rien de tout. Et je crois que j'ai déjà assez parlé. Je laisse à Jérôme continuer et comme ça, on laisse... Débat. Exactement. Jérôme Borto, si vous voulez bien. Mais oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai eu la chance de voir le film. Et j'ai bien fait de le voir ce matin, d'ailleurs, pour préparer la soirée. En même temps, vous l'avez bien résumé. Je vais faire quelques commentaires simplement sur le film très rapidement, parce que vous ne l'avez pas vu en entier, ça n'aura pas beaucoup forcément d'intérêt. Et puis sur la justice transitionnelle de manière plus générale. Voilà un film sur la justice transitionnelle en Tunisie, et je crois qu'il fait partie. C'est intéressant qu'il y ait un film sur la justice traditionnelle en Tunisie, alors qu'il soit fait par quelqu'un qui est plutôt espagnol, si je comprends bien, pays qui, lui, a, du point de vue de son rapport au passé, une expérience totalement différente, justement. Et c'est peut-être une question à laquelle qui a peut-être du sens à vous poser, je ne sais pas si elle a du sens de vous la poser, mais est-ce que peut-être il y a un lien entre ceci et cela dans votre intérêt pour la justice transitionnelle en Tunisie? Mais plus généralement, je trouve que c'est un film intéressant aussi parce que c'est l'indice d'un très très fort intérêt, une très très forte attention de la part des documentaristes, des romanciers, des chercheurs, des journalistes, pour ce processus tunisien de justice transitionnelle. Ce n'est pas le seul documentaire, d'ailleurs, qui existe sur cette expérience de l'instance vérité-dignité. Et j'allais dire que c'est déjà important de le souligner, parce que c'est déjà un des effets de la justice transitionnelle, qu'il y ait une telle attention sur la justice transitionnelle, parce que c'est une sorte d'effet performatif. Ça l'a fait exister. Au-delà du bilan qu'on peut tirer de l'expérience même de l'instance vérité-dignité dont on parlera, est-ce que c'est un bilan très positif, négatif, est-ce que les attentes ont été remplies ou pas? Le fait même qu'il y ait une attention publique multiple, internationale et nationale, alors peut-être, je suis un peu plus sceptique sur le fait que la société tunisienne serait dans son ensemble acquise à cette question et qu'elle aurait suivi les audiences publiques. On en parlera tout à l'heure, mais je ne suis pas certain que ça ait eu cet effet-là à ce point. Et pas non plus l'effet cathartique qu'on a pu observer, comme vous le citez tout à l'heure, en Afrique du Sud, mais on reviendra peut-être là-dessus. Mais néanmoins, cette attention-là, elle a du sens parce qu'elle fait exister dans les esprits le fait que le passé peut aussi aboutir à, une lecture critique, 2, à une visibilisation des victimes, et 3, à une reddition des comptes, c'est-à-dire à une mise en accusation et au dévoilement des responsabilités des crimes commis. Deuxième petite remarque sur le film, c'est que ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est qu'elle donne la parole aux victimes, et puis à tous les entrepreneurs de mémoire, vous savez, qui portent l'enjeu des victimes dans l'espace public, qui créent des associations, qui rassemblent les victimes et qui jouent un rôle de médiateur en quelque sorte, et ils portent les dossiers au sein même de l'instance vérité-dignité. Quand on dit qu'elle a reçu 65 000 dossiers, l'un des porte-parole, justement, président d'une association de victimes qu'on n'avait pas vu, mais que j'ai vu ce matin, explique que son association apportait, je ne sais plus quel pourcentage, mais 10% de l'ensemble des dossiers. Parce qu'il y a ces entrepreneurs-là, en fait, de la société civile qui font exister également la justice transitionnelle. Et ces entrepreneurs de cause, ils sont présents dans le film. Et il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant, les gens de l'autre côté, les opposants à la justice transitionnelle qui sont interviewés dans le film et qui donnent également leur opinion. Alors il manque un peu, c'est vrai qu'il y a la représentante tunisienne de l'International Center for Transitional Justice, qui est une association, une fondation qui est aux États-Unis et qui se propose justement de populariser et d'internationaliser et de standardiser en fait les processus de justice transitionnelle dans le monde entier. Mais il y a très peu de représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui ont mis beaucoup de fonds et qui ont beaucoup soutenu la mise en place du processus, parce que si, on va y venir, mais si la loi de 2013, alors qui institue la justice transitionnelle en Tunisie,
a autant de références au canon, à la boîte à outils, aux normes internationales de justice transitionnelle, c'est parce qu'il y a eu justement des exportateurs de normes. Voilà. Et ça, on les voit pas dans le film, mais c'est pas non plus un film sur la genèse de la justice transitionnelle, mais c'est peut-être c'est une chose que je voulais dire. Et puis, troisième élément, c'est que le film est clos, me semble-t-il, avant l'adoption de la loi de réconciliation. C'était en 2017. Alors, je ne sais pas si on l'a évoqué déjà, malheureusement. C'est dommage parce que vous auriez... Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est très bien, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le président actuel, Béji Raïd Essebsi, a proposé en 2015 une loi qu'il a appelée la loi de réconciliation nationale, qui est devenue en fait sous une forme rabotée, et après de multiples oppositions, une loi de réconciliation strictement économique. Et en fait, il en est question dans le film, mais le film est terminé, en tout cas en été 2017, et la loi est passée en septembre. Voilà. Bon, c'est pas très grave, mais c'est intéressant. Enfin, c'est pas une critique du tout, parce que chercheurs, cinéastes, journalistes, nous sommes tous confrontés à travailler sur un processus en cours. Et là, le processus de justice transitionnelle, il est en cours, il n'est pas finalisé. Et tout ce qui se rapporte de près ou de loin à cette question va continuer. Alors, ça amène à des commentaires généraux. Et justement, le premier commentaire général que je voulais faire, c'est que la question de la justice de transition ne se réduit pas à la justice transitionnelle, telle qu'elle a été formalisée et mise en place sous la forme de ce processus-là. La représentante de ICTJ dit que c'est la 43e, oui et non, en fait. Oui, c'est la 43e formule de justice transitionnelle dans le monde, telle qu'enregistrée par ICTJ et les normes qu'ils ont édictées. Non, c'est pas du tout la 43e expérience de règlement du passé sous une forme judiciaire ou extrajudiciaire dans un pays qui connaît une transition. L'Allemagne nazie, à travers le procès de Nuremberg, en est une. Les pays d'Europe centrale qui ont fait d'une autre manière, qui ont connu une autre expérience de justice de transition, avant même que le label Transition Justice soit internationalisé, ont connu d'autres expériences, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient comptabilisées au même titre que celles qui ont été citées dans le film. Et effectivement, il y a une justice dans la transition tunisienne avant même que le processus de justice transitionnelle soit mis en place en 2013, parce qu'entre 2011 et 2013, il y a eu des procès. Il y a des anciens cadres du régime qui ont été en prison, c'est 2 ans de prison, et qui étaient en prison au moment où la loi a été adoptée, et qui ont été sanctionnés par des règlements de justice judiciaire classique, ordinaire. Il y a même eu un procédé, disons, de lustration au moment des élections de 2011, puisque l'article 15 du décret-loi sur les élections empêcher d'anciens membres du parti de Ben Ali de se présenter aux élections. Donc, il y a eu des mesures avant même qu'il y ait la loi sur la justice transitionnelle. Et puis, il y en aura après. Et ça, je trouve que ça donne de l'espoir aussi, parce que ça n'est pas parce que cette instance va terminer ses travaux cette année que ça clôt le débat en termes de justice et en termes de transition. D'autant plus que pour ceux qui s'intéressent au processus de transition, ils se demandent tous ce que veut dire la transition et quand elle commence et quand elle termine, parce qu'en réalité, un processus de construction de la démocratie, de définition de règles du jeu politique et autres, ça dure très longtemps, au-delà des bornages que nous imposent les organisations internationales ou les politologues qui travaillent pour elles. Donc la transition tunisienne, c'est une notion qui n'a pas beaucoup de sens non plus. Le processus politique tunisien, du point de vue de sa mise en place d'institutions politiques, la justice tunisienne aussi, elle existait avant, elle va exister après. Donc rien n'empêchera justement qu'il y ait, pourquoi pas, des procès en dehors du processus formalisé de justice traditionnelle. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que je pense que c'est important quand même de le retenir. La deuxième chose, c'est que je voudrais dire un mot sur la genèse justement de la justice traditionnelle en Tunisie. Si on avait un petit peu à la résumer, on dirait que c'est un processus singulier, bon, mais qui est très très fortement inspiré d'un modèle étranger qui a été importé, mais qui s'est trouvé approprié par les acteurs nationaux. Pour résumer vraiment en quelques mots, on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, et que dans ce processus d'appropriation, il y a 2 éléments à ne pas oublier. Un, que la mise sur agenda politique de cette question a été très conflictuelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et 2, qu'elle est restée conflictuelle parce qu'il y a un soupçon de politisation de cette instance
vérité, dignité. Et j'allais dire, cette politisation est parfaitement normale, pour beaucoup de raisons, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est normale parce que les victimes, vous le voyez très bien, pas pu tout à fait le voir, mais 99% des victimes sont des victimes parce que militants politiques. Une grande partie étaient des militants islamistes. Donc ceux qui critiquent la justice transitionnelle disent que c'est un outil des islamistes, pour pour se distribuer de l'argent ou pour se faire plaisir. Dès lors que la plupart des victimes sont des islamistes pour une raison d'engagement politique, il est donc tout à fait normal qu'ils bénéficient de ce processus de justice transitionnelle. Donc c'est évidemment une fausse accusation, mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est politisé. C'est politisé aussi parce que les commissaires, normalement ils sont 15, alors beaucoup ont démissionné, mais les 15 commissaires de l'instance de vérité et de dignité ont été désignés par le Parlement, et dans le Parlement il y a des partis politiques qui, en fonction des rapports de force, se distribuent les responsabilités, ce qui n'est pas tout à fait non plus anormal. Et puis c'est très très politisé aussi par ceux qui dénoncent la politisation et qui surpolitisent le débat, et notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les représentants de l'État, le président de la République, qui en fait, soit littéralement, soit implicitement, dénoncent le processus de justice transitionnelle. Donc pour toutes ces raisons, il y a une politisation qui est presque en fait naturelle dans de tels contextes. Troisième élément, c'est que justement la singularité de ce modèle tunisien de justice transitionnelle, elle est double. Alors je crois que vous n'avez pas pu le voir, mais ça a été dit dans le film. Un, on intègre la question de la corruption comme un crime commis par l'ancien régime, susceptible d'être traité par la justice transitionnelle, ce qui est quelque chose qui, dans la littérature sur la justice transitionnelle, existe dans les têtes et dans les propositions et, depuis plusieurs années, mais je crois que c'est la première fois que c'est véritablement intégré dans une loi de justice transitionnelle nationale. C'est la Tunisie qui en fait l'expérience. Alors avec des effets très très limités, il faut bien le dire, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et deuxièmement aussi cette spécificité de rendre possible que les victimes soient des victimes collectives à la dimension d'une région. Donc les régions de l'intérieur d'où est partie la révolution en Tunisie ont la capacité de présenter un dossier de réparation auprès de l'instance au nom de la région, parce que stigmatisée, marginalisée pendant très longtemps. Autre remarque, la finalité de la justice transitionnelle, on n'en a pas trop parlé, mais quelle est la finalité de la justice transitionnelle? En fait, dans le texte de loi et dans les propos de Siem Ben Sedrine, il y a justement un objectif de réconciliation nationale. Un objectif de réconciliation nationale, mais qui ne nous dit pas quel contenu on donne à cette réconciliation. Et c'est vrai que ça a suscité une controverse tout à fait intéressante quant à la définition du contenu de la réconciliation. De quelle réconciliation parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une réconciliation des victimes avec leur bourreau, comme ça a été dit tout à l'heure, avec éventuellement la mise en scène d'une réconciliation très lacrymale dans le cadre d'une audience publique? Ou est-ce que ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on réconcilie les Tunisiens qui étaient hostiles au régime déchu avec le personnel politico-administratif de l'époque, mais aussi les milieux d'affaires de l'époque, comme si on réactualisait dans le cadre tunisien une sorte d'opposition entre résistants et collabos, en quelque sorte, si on avait à faire une analogie avec la France. Ou est-ce que, et je pense que c'est plus ça, au fond, on réconcilie les Tunisiens, la société tunisienne indifférenciée, avec son État, notamment avec son bras répressif, sa main droite, la police, l'armée, mais surtout la police tunisienne. Et c'est précisément cet aspect qui est central dans le processus tunisien de justice transitionnelle, sauf que cette réconciliation suppose deux conditions absolument essentielles. La première, c'est ce que les tenants de la justice transitionnelle appellent, et excusez-moi, avec quand même sans mesure, enfin sans nuance, la vérité, ce qui est très très gênant évidemment, parce que tous les philosophes, psychanalystes, sociologues ou autres de la salle savent que la vérité, il n'y en a pas, avec un glissement entre la vérité et le récit historique qui pose un problème sur lequel on reviendra. Donc la vérité, c'est-à-dire faire la lumière, en tout cas sur les exactions, les enregistrer, les documenter, les définir, les décrire. Et c'est vrai que les audiences publiques ont permis de les mettre en visibilité. Et la deuxième chose, c'est la reddition des comptes, c'est-à-dire qu'il y a, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a possibilité de réconciliation. Il peut même y avoir, au fond, une sorte d'amnistie sur des cas précis,
Mais avant cela, il y a reddition des comptes, alors soit judiciaire, soit symbolique. Judiciaire par un procès, accusation, sanction, soit symbolique par je reconnais mes fautes, je vous demande pardon, m'accordez-vous votre pardon? Et si effectivement le pardon est accordé, alors peut-être que potentiellement il peut y avoir et on peut éviter le procès. Vous vouliez m'interrompre, non? Non. Ah bon. Donc reste la question du bilan, et je terminerai là-dessus. Parce que, évidemment, l'instance vérité-dignité termine ses travaux. Dans la constitution tunisienne, elle est considérée comme une instance provisoire, donc de nature constitutionnelle mais provisoire, de 4 ans, plus une année qu'elle a obtenue de haute lutte, on ne reviendra pas là-dessus, mais elle a finalement obtenu de terminer à la fin de l'année 2018. Alors, il faut savoir que la principale activité, pas la principale, mais l'une des principales missions du VD, elle n'a pas pu encore l'accomplir, c'est d'écrire un rapport. Et oui, et donc, on ne peut pas faire de bilan véritablement avant d'avoir en main ce rapport. Et dans ce rapport, il y a identification des victimes, détermination des violations les plus caractéristiques, identification des coupables, des bourreaux, proposition de réforme des institutions pour empêcher la non-répétition de tous ces crimes, et les ministères publics doivent, sur la base de ce rapport, faire des lois, des réformes et transformer en fait l'État tunisien en réalité. C'est ça le projet. Non, mais alors ça a une ambition considérable et on espère que ça y aboutira. Mais pour l'instant, ce que l'on a, c'est des choses absolument importantes sur lesquelles je vais revenir, mais ce qu'il faut attendre, c'est ce fameux rapport, parce que sans ce rapport, on ne pourra pas faire de bilan. C'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est même plus prudent, je préfère non pas m'adonner un bilan, mais plutôt à identifier des effets. Des effets qui sont parfois des effets indirects ou induits de ce processus, qui ne sont pas forcément prévus dans le texte même. Prenons les 4 piliers de la justice transitionnelle, parce qu'en fait, ça fonctionne par piliers, par objectif. Le premier pilier dans toute la littérature et le kit de justice transitionnelle, c'est ce qu'ils appellent la vérité. Donc, en fait, c'est plus prosaïquement identification des victimes et on va rendre justice en termes symboliques, en quelque sorte, à ces crimes qui ont été commis. Et on va les décrire, et puis on va les documenter, et puis on va les quantifier, etc. De ce point de vue-là, on peut dire que la justice transitionnelle en Tunisie a fait beaucoup de choses. D'abord, elle a réussi justement à décrire les situations victimaires. Les audiences publiques n'y ont pas été pour rien. C'est-à-dire que des gens sont venus expliquer les positions de torture. Ils sont venus expliquer aussi ce que c'était concrètement que d'être arrêté par la police de Ben Ali. Au-delà de ça, élargissement de la palette des crimes. On a pu montrer ainsi que en fait, quand un militant, par exemple, politique de la gauche, dans les années 70, ou Bourguiba, islamiste dans les années 90 ou 80, sous Ben Ali, était emprisonné, c'est toute sa famille ensuite qui était empêchée d'accéder à l'université, d'obtenir un diplôme, d'avoir un emploi. Certains étaient d'ailleurs totalement virés de leur emploi. Et donc, on a pu ainsi documenter la palette des mesures de rétorsion, et de pression et de coercition dont était capable le régime. On a pu aussi comprendre de manière évidente le caractère systématique, notamment de la torture. Parce que ce que disent beaucoup de cas de l'Ancien Régime et ceux qui dénoncent la justice traditionnelle, c'est de dire oui, il y avait de la torture, mais c'était des cas individuels, c'est des policiers, ils avaient trop bu, ou ils n'étaient pas contrôlés, etc. Pas du tout, non. Il y a véritablement des mesures systématiques de torture, d'arrestation arbitraire. Et d'ailleurs, la preuve en est que ça dure en partie aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, la police tunisienne tabasse le moindre fumeur de joint ou voleur de bas étage qu'il attrape dans un marché. Mais c'est des tabassages, je ne peux pas dire qu'ils sont systématiques parce que je n'en ai pas la preuve, mais des associations telles que Amnesty International ou autres montrent que ces tabassages restent régulièrement effectués par la police post-Ben Ali. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, imaginez hier. Hier, lorsqu'il n'y avait pas de lanceurs d'alerte, ou très peu, lorsqu'il n'y avait pas de contre-pouvoir, lorsqu'il n'y avait pas de débat contradictoire.
les effets induits aussi, c'est l'objectivation quantitative des victimes. Tout à l'heure, vous avez dit 65 000 dossiers. Ça veut dire plus, hein, ces dossiers, ça peut concerner plusieurs personnes. D'ailleurs, une région victime, c'est un dossier. Hein. Donc en fait, 65 000 victimes, en fait, dossier, c'est beaucoup plus de victimes potentiellement. Il y a tous les cas, tous les âges, tous les genres, tous les types de militance. Il y a aussi des gens qui n'étaient pas militants politiques. Et donc, ça objectif, ça fait exister. 65 000, c'est beaucoup parce que c'est une ville moyenne française. Imagine, tout le monde ait été victime d'exactions dans une ville comme, je sais pas moi, Châteauroux, peut-être, je sais même pas, 65 000 personnes, comment ça fait. C'est aussi une forme de mise en visibilité, ça c'est très important. Mais alors, si on a un procédé qui est propre à la justice transitionnelle et qui est ambivalent, c'est un procédé d'exemplarité, vous l'avez dit tout à l'heure. Toutes les victimes ne se sont pas présentées aux audiences publiques, bien évidemment, mais elles sont toutes exemplaires. Elles illustrent un cas ou un ensemble de cas. Et d'ailleurs, la première personne dont le cas a été déféré aux chambres spécialisées est présentée comme le cas le plus exemplaire parce que cumulant un certain nombre d'exactions. Le cas de Kamel Matmati. D'ailleurs, le film, en quelque sorte, reprend un peu le procédé d'IVD en s'intéressant à quelques figures victimes. Donc, en fait, l'IVD est prise dans cette ambivalence de mettre en avant des cas exemplaires tout en devant répondre à l'ensemble des cas qui lui ont été déférés, parce qu'il y a 65 000 dossiers. Et là, ce qu'il va falloir regarder, il faut être très attentif, c'est à tous ceux qui, n'ont pas pu participer aux audiences publiques, qui ne seront pas déférés dans les chambres spécialisées de la justice, et qui auront peut-être une petite préparation, soit symbolique, soit matérielle, mais est-ce que ces personnes-là, qui forment en fait une masse de gens, est-ce qu'elles seront satisfaites? On ne sait pas. Le cas de cette personne qui dit que dans la rue, on la reconnaît et elle se sent reconnue au sens propre du terme, c'est évidemment extrêmement touchant, mais c'est un cas très, très, très particulier, très, très rare, parce que justement, elle a obtenu une sorte de notoriété en passant devant les caméras de l'audience publique. Le deuxième pilier, c'est la justice. Juste un mot, excusez-moi, parce que je viens d'apprendre par un canal secret qu'on peut passer la deuxième partie du film. Ouais. Donc, vous pouvez terminer peut-être en quelques minutes et puis on enchaîne sur le. D'accord. On enchaîne sur le. Ok. Sur le film. Donc, d'accord. Okay. Donc je reviens sur les 4 piliers: vérité, justice. De résumer. Oui. Réparation, non répétition. Justice, ça commence. Réparation, on attend le rapport. Même s'il y a quelques réparations qui ont été faites pour des personnes qui étaient en situation urgente. Le 4e pilier, la non-répétition, c'est le plus nébuleux à mon sens. On y verra peut-être tout à l'heure. Et puis il y avait un 5e niveau d'analyse dont je voulais parler, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans le débat. Ouais. C'est la question de la réconciliation et puis aussi de l'écriture du récit national et ce que cela en fait produit comme tension, comme pas seulement en Tunisie, entre histoire et mémoire. Mais on en parlera après. Comme ça, on peut regarder le film. C'était un entracte voulu, mais ça, on a voulu faire le débat un peu au milieu. Donc maintenant, on repasse le film en espérant que ça va marcher. Et ensuite, ça sera à vous la parole, évidemment. Je crois qu'il y a encore 25 minutes de film, c'est ça? Alors allons-y, on éteint et on allume. D'abord, merci beaucoup pour le film. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit auparavant, c'est que le film montre un peu comme l'adversaire principal du processus de justice transitionnelle, un peu comme le gouvernement actuel et la réticence du gouvernement à suivre ou à poursuivre ce processus. Mais en fait, je me suis demandé si ce n'est pas lié aussi au mandat un peu contradictoire de la IVA, qui finalement en fait n'arrive pas à établir en fait sa finalité principale. Et je trouvais ça très intéressant en fait que dans le film la représentante de l'IVA en fait l'IVD de l'IVD en fait mentionnait que la finalité principale de cette institution, c'est d'assurer comment on dit, la non-répétition des crimes, alors que la représentante de comment ça s'appelle cette ONG, voilà, ICTJ en fait mentionnait que c'était plutôt en fait l'intérêt, c'était plutôt en fait
d'établir une confiance de la part des Tunisiens dans leur système. Et donc, du coup, je pense là, il y a effectivement peut-être une tension, en fait, entre une perception du mandat de cet organisme. Est-ce que vous me permettez que je réponde à cette question? On peut prendre 2-3 questions, peut-être. Oui, d'accord. On prend 2-3 questions, Ouais. il y en a d'autres, puis après vous répondez. Ouais, d'accord. Oui, moi je me demande si vous avez dit que l'adjectif transitionnel ne vous semblait pas très approprié. Moi je me demande si le mot justice est approprié dans l'appellation de justice transitionnelle. Parce que, en fait, le problème c'est que cette justice, elle bute sur le fait que les auteurs de ces crimes et de ces violations sont généralement les institutions de sécurité du pays. Et les institutions de sécurité du pays, le nouveau régime quel qu'il soit, en a besoin. Regardez la désorganisation des services de sécurité de l'armée de Saddam Hussein, ce qu'ils ont fait à l'Irak. Et même une révolution aussi radicale que la révolution bolchevique, je veux dire, au bout d'un an, Trotsky est allé rechercher les anciens officiers tsaristes et les gens de l'Okhrana. On ne peut pas s'en passer. Donc, au lieu de faire un travail de pédagogie pour expliquer qu'on ne peut pas décimer comme ça des gens et de trouver d'autres façons, le fait de l'appeler justice, ça... je ne vois pas comment on peut faire avaler aux familles des victimes que c'est de la justice de pardonner. Comment on peut mettre fin à l'impunité par le pardon qui consiste à renoncer à punir, donc à consacrer l'impunité? Est-ce que c'est pas le mot justice? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas décimer tous les services et qu'on fait au mieux, on enlève les pires criminels? C'est ce qui a toujours été fait, d'ailleurs, même pour l'Allemagne. Je veux dire, le procès de Nuremberg, c'est combien? C'est une vingtaine de personnes, pas peu. Et on a réutilisé les anciens de la Gestapo pour recréer la nouvelle sécurité allemande. Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans cette conception que c'est une justice. On prend une troisième question, puis on revient ici. S'il y a une troisième question, parce qu'il est déjà 8h20. Pas une troisième question? Une fois, deux fois? Alors, vous répondez. Vous voulez commencer ou... réponses ouais. brèves. Oui, alors. Ensuite, alors sur la première intervention, vous m'entendez ou pas? Ouais. Sur la première intervention, en fait, si c'est la même chose, la restauration de la confiance d'un côté et la non-répétition des crimes, c'est exactement ça en fait. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est ce qui va se produire, mais l'idée c'est ça, c'est précisément de proposer à la fois des réformes et du vetting justement. Ça permet de répondre aux deux questions en même temps. Le vetting, c'est l'illustration à l'Europe centrale, c'est de faire du ciblage de responsables et de se débarrasser justement du bon grain de livret, enfin de dissocier le bon grain de livret. C'est ça l'idée en fait. Et c'est comme ça que vous restaurez la confiance. En tout cas, c'est ainsi que c'est perçu. Mais le principal objectif de la justice transitionnelle, c'est écrit dans la loi, c'est la réconciliation nationale. Et les uns considèrent d'un côté que la réconciliation nationale suppose de ne pas regarder le passé et de se tourner vers l'avenir. C'est ce que disait Kamel Morjane, qui lui a une position très ambivalente d'ailleurs depuis 2011, parce que c'est l'un des premiers à avoir dit publiquement qu'il s'excusait des excès du passé, mais sans savoir vraiment trop ce qui lui était reproché, en disant « mais puisqu'il faut s'excuser, je veux bien le faire ». Une manière aussi de se légitimer dans l'espace public. Mais c'est aussi et c'est le seul, hein, en 5-4, qui était présent aux premières auditions publiques de l'IVD. C'est le seul. Et du coup, je suis étonné en fait de voir que dans le film, il a un discours tout à fait critique vis-à-vis de l'IVD. Donc c'est la réconciliation. Et donc soit la réconciliation, c'est on oublie le passé, on regarde vers l'avenir. Donc c'est le discours de Morjane, du président de la République, qui disait qu'il fallait une réconciliation nationale pour le développement économique, pour relancer la machine administrative. Et puis tous ces trucs là de victimes, ces familles. Il faut aller de l'avant. Ça, c'est son discours. Et puis l'autre discours, c'est-à-dire que la réconciliation, ça se fonde, sur un regard juste sur le passé, et si possible sur des formes de justice en termes judiciaires, en termes de réparation. Et je comprends ce que dit monsieur, on ne peut pas, par exemple, créer dans un pays en transition, une nouvelle armée et décimer tous les états-majors. Mais entre rien faire
et faire à l'irakienne, on a débaptisé le pays dans toutes ses dimensions. Il y a des voies moyennes, qui me semblent être beaucoup plus justes. Et c'est dans ce sens-là que ce processus a été mis en place. Je crois. Oui. Pas la nécessité d'un processus. Comment? Pour moi, il est nécessaire. Oui. Bon, alors je suis d'accord avec ce que Jérôme a dit sur la question de s'il y a une contradiction entre la non-répétition et la réconciliation de citoyens avec l'État. Et moi non plus, je ne vois pas qu'il y ait une réconciliation, non? Donc en fait, c'est quand l'État il va à redevenir plus légitime, que les citoyens vont le voir comme une institution plus légitime. En partie, c'est à cause du fait qu'ils voient qu'elle a changé. S'ils voient que l'État ne change pas, bah, il ne va pas y avoir une nouvelle foi en l'État. Donc, une des choses que je crois que peut faire que les gens récupèrent sa foi, disons, sa confiance à l'État, c'est le fait qu'il y a un changement de la culture dans les institutions comme le ministère de l'Intérieur qui fasse penser qu'il ne sera pas possible de répéter les mêmes exactions. Parce qu'en fait, la peur qu'il y a là, c'est que maintenant, on l'a dit avant, Jérôme, c'est que jusqu'à présent, l'année dernière, les organisations des droits de l'homme, ils ont enregistré des dizaines de cas de torture en Tunisie. Mais elles ne sont pas des tortures pour des raisons idéologiques. Mais ce sont des gens de petits délinquants et parfaits criminels. Et parfois, il y a des raisons personnelles. Donc, par exemple, il y avait un cas d'un policier qui avait un conflit avec un voisin qui habitait au-dessous et on l'a amené dans la commissariat et on lui a arraché les ongles. D'accord? Et là, il y a une impunité totale parce que les juges, ils ne prennent même pas au sérieux les dénonces. Il n'y en a pas vraiment peu de cas où la justice prend au sérieux les dénonciations de torture. Donc, le système, il est là. Et alors, les risques, c'est que si il y a, à force de, je sais pas, une crise économique ou quelque chose comme ça, les valeurs démocratiques en Tunisie, elles vont en arrière, et ça ne serait pas une chose pas du tout rare, parce qu'on voit la même chose dans le monde occidental. On voit l'exemple de l'Hongrie, on voit l'exemple, c'est pas monde occidental peut-être, la Turquie, mais même aux États-Unis avec l'élection de Trump. Nous voyons que dans des démocraties qui sont consolidées, les valeurs démocratiques, ils vont en arrière. Donc, en Tunisie, il serait encore beaucoup plus facile que ça arrive dans 5 ou 10 années. Alors, si tu as la machine là, qui maintenant, elle ne torture pas pour des raisons politiques, mais l'activer, il serait très facile. Donc, c'est pour ça que la non-répétition, ça voudrait dire de changer complètement les structures, pas tellement de l'armée, mais surtout le ministère de l'Intérieur, parce que dans le cas de la Tunisie, les bras de répresseurs, de la répression, c'était le ministère de l'Intérieur plutôt que de l'armée, non? La police, et alors vraiment de changer les personnes et la culture de l'organisation, non? Et alors on bouge à la deuxième question qui était si ça, on peut les nommer de la justice. Bon, tout ça dépend de qu'est-ce que ça veut dire le mot justice, comment on définit le mot justice. Par exemple, là en Afrique du Sud, ils ont arrivé à cet accord où si le bourreau, ils reconnaissent toutes les atrocités qu'ils ont commises, ils ont automatiquement l'amnistie. Mais s'ils ne disent pas, s'ils oublient, s'ils cachent un petit détail, une victime ou quelque chose comme ça, alors ils peuvent être prosécutés dans la justice ordinaire avec toute la force de la loi. Donc, seulement ils seront pardonnés s'ils racontent tout ce qu'ils ont fait. D'accord? Et est-ce que c'est justice ou pas? Bon, là, chacun peut avoir son avis. Pour beaucoup de victimes, et je crois que ça c'est lié à la foi chrétienne tellement forte qu'il y a en Afrique du Sud, et la foi chrétienne, elle met le pardon dans un lieu central de la foi, non? Et alors là, pour les gens qui étaient des victimes, le fait qu'il y ait le bourreau,
il demande pardon et il reconnaît qu'il s'est trompé, ça suffisait déjà. Alors, c'est juste ou pas, bon, peut-être pour le victime, si c'est juste pour le victime, c'est difficile pour moi de dire que c'est pas juste ça, non? Donc, la justice est toujours, c'est pas une chose, c'est comme la vérité aussi, non? Ces grands mots-là, que c'est pas qu'ils existent, c'est possible de les définir, de les toucher, ça c'est très subjectif. De toute façon, ce qu'on fait maintenant en Tunisie, c'est de prendre les cas les plus graves pour les juger, vraiment avec des peines de prison, quelque chose comme ça. Mais on va pas punir tous les agents de police de base qui ont tabassé quelqu'un. Ça, c'est pas dans l'esprit de l'instant dignité-vérité, mais notamment, ce qu'on va faire, c'est de punir les gens qui avaient des autres responsabilités. Et punir, je crois qu'il y a aussi là une idée, dans l'idée de réconciliation, c'est que, et de justice transitionnelle, c'est que normalement, la punition, elle n'est pas tellement forte que dans la justice ordinaire. Donc parfois, par exemple, si dans une situation normale, quelqu'un pourrait aller en prison 3 années ou 4 années, peut-être avec la volonté d'avoir une réconciliation nationale, par exemple, peut-être il peut perdre son travail. D'accord? Donc c'est pas comme ça, c'est pas écrit, mais je crois que c'est la philosophie un peu du processus, c'est que surtout si le bourreau, si l'agresseur, il collabore, on est plus généreux quand on décide quelle est la punition. Mais il faut qu'il collabore et surtout, il faut connaître ce qui s'est passé. Non? Et parfois, pour les victimes, et ça c'est une chose que tous les gens qui travaillent là, comme Siham, je crois qu'on ne l'a pas mis, mais on a une autre déclaration où elle dit que les Tunisiens, c'est un peu général, ce sont des gens qui ne veulent pas la vengeance, qui ont un cœur qui est capable de vraiment de pardonner. Et quand ils parlent avec les victimes, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent dans l'œil, sur l'œil, je ne sais pas comment on est l'œil. Œil pour œil, dent pour dent. Exactement, l'œil pour œil, dent pour dent, non? On ne trouve pas ça. Et par exemple, dans d'autres cas, il y a des cas où le victime, une fois le nouveau régime est arrivé, ils ont pris la justice de sa main et ils ont tué la personne qui avait tué son frère ou sa sœur. Ça en Tunisie n'est pas arrivé, ça n'a pas arrivé. Et quand ils parlent avec la victime, quand même, moi, elles disent il faut qu'il y ait une justice, mais elles ne définissent pas cette justice comme la vengeance ou de peines lourdes de prison à vie ou quelque chose comme ça. Ils ne précisent pas ça. Ce qu'ils croient, c'est que ça ne devrait pas sortir gratuit, que ce n'est pas possible qu'on oublie tout et qu'il n'y a même pas une reconnaissance de la part du bourreau qu'il s'est trompé et qu'il a provoqué une douleur aux victimes. Donc parfois, les symboliques, c'est parfois plus important pour les victimes que combien d'années en prison on va passer. Est-ce que je peux ajouter un mot peut-être là-dessus, parce que il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, au-delà des réparations matérielles et au-delà des procédures judiciaires aboutissant potentiellement à des sanctions, il y a la volonté de reconnaissance. C'est une institution qui s'appelle Dignité et Vérité, et ça renvoie aussi à l'idée de la révolution de la dignité. C'est la reconnaissance de l'existant, de ce qui a été effectué. Et pour quelqu'un, une victime, écouter Kamel Morjane dire minimiser les crimes, si vous voulez, c'est quelque chose d'insupportable. Dans le cadre de mes recherches, je fais des enquêtes auprès de cadres de l'ancien régime. Je fais beaucoup d'entretiens avec d'anciens serviteurs du régime, et j'ai pu constater que revenaient de manière récurrente 3 types de discours quand je leur faisais parler des exactions contre les droits de l'homme. Et ces entretiens ont été faits entre 2011 et 2015 à peu près, avant et pendant ce processus. J'avais 3 types de discours qui tous relevaient une forme de déni. Un déni littéral. Et c'est un ancien Premier ministre qui m'a dit ça. Torture en Tunisie? Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Déni littéral, ça n'existait pas. Une autre forme de discours, c'était ce qu'on pourrait appeler un déni interprétatif. Oui, ça existait, mais c'est pas ce que vous croyez. C'était des cas isolés, ça prenait pas la forme massive qu'on a pu dire.
Et puis, est-ce qu'en France, il n'y a pas eu des bavures policières, Malik Oussekine, etc., etc. Une variante de ce discours était de dire, oui, il y avait la torture, oui, bon, c'est vrai, mais écoutez, les islamistes, enfin, pour construire une démocratie, moi, je suis jardinier. Pour faire un beau jardin, je dois d'abord désherber. Donc, voilà, ça c'est un déni d'interprétation. Puis il y avait un troisième type de déni qui était alors ultra développé. Oui, ça a bien existé. Oui, c'est bien ce que vous croyez. C'était de la torture et c'était massif. Mais moi, je n'y suis absolument pour rien. J'étais ministre de l'Éducation nationale. J'étais responsable dans une administration de second rang, etc. Allez voir plutôt les ministres de l'exécutif. Et quand vous allez voir les ministres de l'exécutif, alors les non-ministres disaient j'étais pas au gouvernement. Les membres du gouvernement disaient j'étais pas dans un ministère régalien. Et puis les membres du ministère régalien, ministère de l'Intérieur par exemple, donc j'ai rencontré certains, disaient écoutez, j'étais ministre de l'Intérieur, mais vous savez bien qu'à l'époque c'est Ben Ali qui décidait. Qu'est-ce que j'ai à faire avec? Et en fait, ce que je veux dire à vous, monsieur, là-bas, c'est que ce que je trouve important à comprendre, c'est que la reconnaissance, ça passe aussi par la lutte contre le refus de savoir. Et preuve est faite que le refus de savoir, il dépasse les anciens cadres. Il est largement développé dans la société tunisienne, je pense, dans beaucoup de milieux sociaux, pas seulement des gens qui ont des responsabilités, quelles qu'ils soient, et que justement, ce processus de justice transitionnelle, il permet un tout petit peu, à mon avis de manière très modeste, de réduire un tout petit peu ce refus collectif de savoir. Et je vous dis ça avec toute la modestie d'un Français qui a aussi été enclin au refus de savoir d'exactions commises en France par les Français, au nom de la France, pendant des années, sans qu'on ait aucune espèce de responsabilité individuelle là-dedans. Donc ça sert à ça, je crois, un processus de justice transitionnelle, et je pense qu'il faut s'en féliciter. Je vous remercie. Je crois que c'était très important d'avoir un micro qui marche. Il y a un microclimat. C'était, je crois, très important de parler de ça, parce que comme je le disais au début, en fait, c'est très peu connu. Et dans le monde qui est en train de se déployer un peu partout, je crois que cette question de la justice transitionnelle est vraiment très importante. Parce que le point de départ tout de même, ça a été dit, c'est quand même le refus de l'impunité. Et quand on voit tout ce qui se déploie ici et là, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie, évidemment j'ai ça à l'esprit, on est déjà sur... Alors qu'en Syrie, il s'est passé des choses absolument terribles, avec des centaines de milliers de morts, un régime totalitaire. Je crois qu'on a l'impression qu'on oublie qu'il faudrait en revenir à la question de l'impunité. Heureusement, il y a beaucoup d'ONG, il y a quelques gouvernements qui ont très largement documenté tout ce qui s'est passé. Donc il n'est pas exclu qu'un jour on fasse table rase de cette impunité qui est en train de se construire en Syrie. Mais je crois que c'est vraiment très important. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Jérôme, c'est vrai qu'on pourrait aussi poser la question par rapport à l'Algérie. Parce que l'Algérie, on a réglé la question. Quand j'ai posé très brièvement le problème entre amnistie et amnésie, et ensuite, au contraire, dépasser tout cela et refuser l'impunité, qu'est-ce qu'on a fait ici en France? On a fait de l'amnistie, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc je crois que c'est une question qui touche toutes les sociétés dans des conditions à chaque fois très différentes, dans des cultures très différentes, et la culture, et vous avez eu tout à fait raison de rappeler la culture chrétienne en Afrique du Sud, le monde Tutu a évidemment porté toutes les valeurs chrétiennes telles qu'il les interprétait en tout cas. Donc, je crois que c'est vraiment une question majeure, et c'est important donc de faire des films, et je vous en remercie, qui nous donnent à voir justement ces commissions. Je crois que c'est une grande question qu'il faut défendre, parce que, en dernier mot, c'est que j'ai le sentiment que le monde est en train d'oublier ça. On est dans une phase de régression globale, démocratique ici et là, et donc c'est d'autant plus important de rappeler ces processus complexes, difficiles, qui sont finalement la reconnaissance de ce qu'on a fait et jamais oublié, et donc jamais accepter l'impunité comme ça. Donc voilà, sur ces paroles absolument décisives, je vous dis bonsoir.